Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et aujourd'hui, nous allons, avec mes invités, faire un focus sur un instrument de connaissance, de savoir, j'ai envie de dire. Ainsi, il s'agit évidemment du dictionnaire. Quel rapport avec les jeunes? Comment rendre l'utilisation du dictionnaire plus efficiente? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons également faire un focus sur la lecture. Comment avoir une bonne stratégie de lecture? Des éléments de réponse en fin d'émission. Elles sont là avec moi sur ce plateau. Oui, aujourd'hui, Génération News, un plateau couronné que des dames. Assetou, journaliste, étudiante en journalisme et communication, mais future journaliste évidemment. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation Génération News. Merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. On remercie également une habituée de ce plateau, Novélie, étudiante en journalisme et communication. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Le plaisir est le mien, merci. Plaisir partagé, je l'espère également pour la nouvelle, on va le dire ainsi, la nouvelle. Il s'agit de Ilti, vous êtes étudiante en gestion des ressources humaines. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Je vous remercie également. Mesdames, tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet. La première thématique, je l'ai dit dans mon introduction, on va s'intéresser au dictionnaire. Assetou, tu es journaliste, je suppose que tu as un rapport assez particulier avec le dictionnaire. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet outil? J'ai de bons rapports avec le dictionnaire et je l'utilise la plupart du temps pour mes recherches et surtout pour enrichir mon vocabulaire. Ouais, mais qu'est-ce que tu cherches particulièrement? C'est-à-dire que, est-ce que c'est, je veux dire, la définition d'un mot? Enfin, oui. Tu me diras, c'est l'utilisation du dictionnaire, oui. mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu cherches ou bien, non, juste la définition d'un mot? Ouais, la définition des mots, et la plupart du temps, je l'utilise plus lorsque je lis et je rencontre un nouveau mot que je ne connaissais pas auparavant. D'accord. Donc, voilà, et je m'en sers pour essayer de comprendre approximativement ce que ça veut dire autant pour moi, et avant de continuer la lecture. D'accord. Ouais, Novélie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à une pluralité de dictionnaires. On a le Petit Robert, on a Larousse, on a plein d'autres dictionnaires ainsi. Est-ce que ce choix nous aide un petit peu ou bien complique un peu la tâche dans le fait d'avoir la bonne définition? Parce que chaque dictionnaire, on a l'impression que chaque dictionnaire a une définition à elle bien précise. C'est vrai que chaque dictionnaire a une définition bien précise, mais le plus important est qu'on ait la définition du mot qu'on cherche dans une manière plus simplifiée pour faciliter la compréhension. D'accord. Et comment rendre cette utilisation? Déjà, est-ce que vous utilisez le dictionnaire, Novélie? Je rappelle que vous êtes journaliste, donc évidemment que la recherche, c'est aussi dans le dictionnaire, Novélie. Ouais. Le dictionnaire, pour moi, est un élément de base parce qu'il faut savoir d'abord comment l'utiliser et l'importance, d'où il y a une méthodologie à suivre, disons, savoir comment écrire, avoir l'orthographe des mots, et aussi enrichir son niveau de langue, changer son niveau de compréhension. Ouais. Moi, par exemple, quand je suis face à un devoir, je n'ai pas souvent envie de me répéter. Donc, je vais dans le dictionnaire. Oui, ça me permet d'avoir des synonymes. Pour avoir des synonymes. Voilà, exactement, c'est vrai. Et ce qui fait en sorte que je suis constamment en contact avec le dictionnaire. D'accord. Tu parlais tout à l'heure, Novélie, de méthodologie, de comment utiliser le dictionnaire. Comment utiliser le dictionnaire, selon toi? Oui, comment utiliser le dictionnaire? C'est rangé par ordre alphabétique. D'accord. Les lettres vont de A à Z. Si, par exemple, je vais chercher un mot qui commence par A, je ne vais pas aller fouiller à la partie B. Je dois connaître là où A est structuré pour ouvrir la partie A. Il faut que j'ai l'orthographe du mot que je cherche. Disons au moins avoir quelques lettres du mot que je cherche pour que le dictionnaire m'explique un peu plus. Et Ilti, abonné du dictionnaire aussi, je suppose, à tout le monde, c'est un outil, je suppose, chacun a au moins un dictionnaire à la maison. Pour ceux-là qui n'ont pas encore des dictionnaires, c'est le moment de vous en procurer. Du coup, d'aucuns disent un peu, c'est ce que Assetou disait et Novélie disait, ce que le dictionnaire nous permet de voyager à la rencontre des nouveaux mots. Est-ce que ce voyage, vous le sentez aussi quand vous êtes en face d'un dictionnaire, quand vous l'avez dans les mains?
Dès lors que le dictionnaire nous apprend également des nouvelles cultures, je trouve que ça favorise également la vue du monde. Ouais. Effectivement, donc c'est un peu ça. Dès lors que tu as le dictionnaire entre toi ou entre tes mains, tu as la possibilité de sortir, au fait, de découvrir des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Et du coup... Oui, mais est-ce que toi, tu utilises le dictionnaire pour découvrir des nouveaux mots, histoire de un petit peu, je vais dire, montrer aux autres que j'ai un vocabulaire soutenu. Il y en a qui le font, il y en a qui j'ai envie de dire, permettez l'expression, il y en a qui bûchent le dictionnaire, quoique ce n'est pas une mauvaise chose, mais on a l'impression qu'il y en a qui le font juste pour, on va dire, un petit peu narguer les autres en disant je maîtrise tel mot par rapport à toi, mais toi tu le fais pas, Ilti, non? Non, je ne dirais pas que c'est une mauvaise utilisation du dictionnaire, mais ce qui est sûr, il faut l'utiliser à bon escient. Effectivement. Donc, le dictionnaire, il est là pour nous aider à découvrir des nouvelles choses, pour enrichir son vocabulaire. Enrichir le vocabulaire, merci. Découvrir l'orthographe, parce qu'il y a des mots, tu ne connais pas, au fait, comment est-ce que ça s'écrit. Mais dès lors que tu as la maîtrise de la première lettre, tu y vas, comme venait de le dire Novelli. Tu cliques, si c'est en dictionnaire électronique, ou encore tu vas juste à la page, tu regardes via l'alphabet, tu regardes la lettre qu'il faut et le dictionnaire il te donne en fait les réponses à toutes tes questions. Ah, c'est tout. Ilti a parlé d'un point très intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui tout est numérisé, tout est numérique. On a aujourd'hui des dictionnaires numériques, c'est-à-dire des applications qu'on retrouve facilement sur nos téléphones. Que penses-tu de l'avènement de cette forme de dictionnaire aujourd'hui? Les dictionnaires numériques sont plus accessibles à partir du moment où et tout le monde peut l'avoir sur son téléphone et l'utiliser n'importe où, que ce soit en classe, en marchant, dans la voiture, etc. Mais je trouve que les dictionnaires physiques sont toujours mieux. Et pourquoi? Et parce qu'en fait, les mots ils sont tellement bien détaillés dans le livre. Dans le dictionnaire physique? Oui. D'accord. Tout est bien détaillé en fait. Il y a le mot, et le verbe, et, je sais pas, les adjectifs et tout ce qui peut aller avec. Et il y a même les phonétiques. Le genre aussi du mot. Voilà, il y a même les phonétiques, la manière dont ça se prononce, etc. Donc, je me dis qu'en fait, le livre physique est toujours mieux que l'application le dictionnaire. Voilà, le dictionnaire. L'application qu'on retrouve sur le téléphone. C'est vrai que Novelli, tout disait, c'est plus facile d'avoir un dictionnaire sur son téléphone parce que c'est portable, on se balade avec. Dès qu'on a besoin tout de suite, on clique, on cherche le mot. Mais effectivement, le dictionnaire numérique ne nous avantage pas vraiment parce que le numérique, le dictionnaire sur le téléphone, ne donne pas la totalité de la définition du mot parce que déjà c'est une application et qu'en termes de données, il faut réduire la définition. Ce qui fait que ce n'est pas intéressant de les avoir aujourd'hui, ces dictionnaires numériques, Novelli. Effectivement, j'en parlais avec Asseto et Marlon. Je leur ai fait comprendre que le dictionnaire virtuel est limité sous la base des informations. Dans le dictionnaire physique, nous avons même des cours de grammaire, des conjugaisons. Pour un vrai lecteur de dictionnaire, quand il prend le dictionnaire virtuel, il y a juste la définition du mot et parfois quelques synonymes. Or, dans le dictionnaire papier, nous avons le cours de grammaire, nous avons la phonétique. Il y a la phonétique, la prononciation du mot. Et ça nous enrichit vraiment. Et sur le dictionnaire portable, sur le smartphone, parfois on n'a pas la totalité de l'information qu'on cherche. Mais pourquoi les jeunes sont beaucoup plus attirés par ça? C'est quoi? C'est l'accessibilité, la facilité? Les jeunes sont attirés par ça, c'est parce que c'est plus accessible. Ils ont leur smartphone 24 heures sur 24 et certains pensent que porter le dictionnaire aujourd'hui devient un problème parce que pour eux c'est un bagage qu'ils trouvent inutile. Parfois, il faut mettre dans la poche. Quand on regarde le volume, il y a des dictionnaires qui sont assez volumineux. Ouais. Mais quand on regarde le volume, on dit non, je ne peux pas me balader avec ça, j'ai mon téléphone. Et là, même avec le téléphone, il faudrait que la personne soit connectée pour avoir
la bonne information. Oui, parce que c'est là aussi un peu la limite de cette application-là. Parce que c'est vrai que pour trouver, bien rechercher la définition d'un mot, il faudrait être déjà connecté. Et or, si on a le livre physique, non, c'est tout, non? Pas forcément. Il y a des applications qui ne nécessitent pas de la connexion pour pouvoir d'accord. Et rechercher le mot qu'on veut trouver ou sa définition. Il y a plein d'applications et de dictionnaires qui ne nécessitent pas la connexion. La connexion Internet pour... il faut juste installer l'application et après, voilà, et tu y as accès même hors Internet. Mais justement, l'application ne donne pas l'information qu'on cherche parce que dans l'application, l'information est limitée. Or, dans le dictionnaire papier, tu as non seulement la définition du mot, tu as les synonymes, tu as le cours des grands-mères, des conjugaisons, tu as même des adjectifs qualificatifs, possessifs. C'est tout un cours en fait. Ouais, c'est vrai qu'en termes d'information, le dictionnaire physique est plus fourni que l'application. Ilti, alors je ne sais pas si vous êtes passé par cette étape-là, mesdames, mais quand on était plus jeunes, nous, nos parents nous faisaient un petit peu réciter des mots. C'est-à-dire qu'on avait cet exercice-là chaque soir avant de dormir. C'est vrai que c'était un peu fort parce que si tu ne maîtrisais pas la définition d'un mot, tu n'avais pas droit au goûter ou bien tu n'avais pas droit à certaines choses. Vous êtes entre les rires, donc vous êtes passé par là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, cette méthode-là est en train de disparaître un petit peu? Est-ce que, Ilti, selon toi, il faut revenir sur cette base-là? C'est-à-dire aujourd'hui, pour permettre à nos jeunes frères et sœurs de maîtriser certains mots, il faut revenir à ça, l'utilisation du dictionnaire, dans le sens d'apprendre certains mots et de les réciter le soir? Moi, je dirais que c'est encore la meilleure façon d'aider la jeunesse à découvrir des bonnes choses. Parce qu'aujourd'hui, là, comme venait de dire Herschel, le dictionnaire physique, il n'est pas donné à tout le monde d'en avoir. C'est vrai. Vu le prix au fait. Même aujourd'hui, c'est accessible, Ilti. Je veux dire, aujourd'hui, avec 1000 francs, 1500, on a un dictionnaire. Certes, mais ça dépend au fait de la volonté. Dans quel milieu est-ce que ces gens-là ont grandi et quelle mentalité est-ce qu'ils ont. Donc, le dictionnaire virtuel ou encore numérique, si je dirais ainsi, le dictionnaire numérique, il est accessible à tout le monde dès lors que la plupart de la population est devenue... tout le monde est connecté. Tout le monde est connecté. Ouais. Oui, tout le monde est connecté. Donc, ils ont cette accessibilité-là de chercher le mot et de le trouver. Et mis à part cela, même si il n'y a pas des définitions aussi fiables comme dans le dictionnaire physique, mais dès lors que tu cliques sur un mot et qu'il ne te sort vraiment pas ce dont tu as besoin, tu continues toujours à chercher parce que tu dois arriver au terme de ta recherche. C'est ça, que sur l'application, on a l'impression que la recherche, elle est continuelle. C'est-à-dire que, c'est comme elle dit, si tu cliques et que tu ne trouves pas le mot, il y en a qui vont un peu sur les moteurs de recherche pour avoir la vraie définition. Or, le dictionnaire, il faut simplement l'avoir. Qui a un dictionnaire à la maison en ce moment, mesdames? Novélie, va falloir se doter d'un dictionnaire. D'accord. Non, mais c'était pour te taquiner. Oui, effectivement, c'était un peu ça. Donc oui, tu partages l'avis c'est important de revenir à cette méthode-là où... pour booster la jeunesse, parce que les parents, ils sont déjà passés par là, c'est beaucoup plus les jeunes. On se donne vraiment plus, on se dit, voilà, je suis dans la rue, j'écoute un nouveau mot, je vérifie. Mais quand ça vient des aînés, vous êtes là en famille, chaque soir, vous partagez un bon moment de culture générale, s'il faut le dire ainsi. C'est très important et très avantageux pour l'avenir. Je suis d'accord, c'est vrai. C'est rare aujourd'hui, ces petits moments en famille où on parle effectivement de culture et tout. Tout le monde, les enfants, c'est dans la chambre avec la télé. On vit aujourd'hui, on a une génération 4BC, tout le monde est sur le téléphone ou bien à la tablette. On dirait un peu sur ce qu'elle vient de dire. En fait, c'est tellement important que et ça permet, et même à l'enfant, d'avoir un verbe facile. Et le verbe facile sur le long terme. Déjà, depuis le bas âge, on t'apprend déjà des orthographes et des mots. Et ça enrichit ton vocabulaire. Et ça te permet de grandir avec ça et d'avoir le verbe facile sur le long terme. Donc, il n'y a rien de plus efficace, je me dis.
Ouais, c'est vrai en plus, hein, mais malheureusement, beaucoup de jeunes ont prononcé le divorce avec le dictionnaire, c'est ce qui n'est pas assez intéressant. Alors, je ne sais pas si vous êtes tombé sur ces programmes-là, sur beaucoup de chaînes de télévision sur le continent. C'est des programmes, en tout cas, qui poussent des jeunes à épeler le mot. Je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, c'est un concours où il faut épeler le bon mot. Est-ce que ça, aujourd'hui, Novelli, c'est ce genre de programme qu'il faut valoriser davantage pour pousser des jeunes à aller vers le dictionnaire pour maîtriser, connaître des nouveaux mots? Justement, ce sont des bons programmes pour booster les jeunes à faire plus de recherches dans la mesure où l'utilisation, on doit valoriser l'importance du dictionnaire. Parce qu'on a des jeunes aujourd'hui qui ne savent même pas s'exprimer ni comment écrire un mot. Et c'est désolant pour la jeunesse parce qu'on ne sait pas où on va. On sait d'où on vient, mais on ne sait pas d'où on va. C'est surtout qu'aujourd'hui, il y a encore l'abréviation. Il y en a qui abrègent aujourd'hui dans les messages. On en a parlé dans Génération News. Dans les smartphones. Ouais. Moi, je dirais une partie, je dirais que la faute revient en partie aux parents parce que nous, hier, l'éducation qu'on a reçue, ce n'est pas celle que nos petits frères ont aujourd'hui. Les enfants sont tellement libres qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Des petits-enfants avec des téléphones, tablettes pour regarder les dessins. Or, le parent doit faire ce qu'il nous a fait. Acheter des livres, comme vous avez dit, nous apprendre à prononcer les mots. Ça, c'est encore plus bénéfique. C'est ce qui nous a donné le goût à l'effort. Mais quand on regarde nos petits frères aujourd'hui, ils n'ont plus le temps pour rien. Juste leur smartphone. Ouais. Et pour ramener ce genre de choses, il faudra bien que les parents prennent leur place, en fait. C'est tout ça, est-ce qu'on a des parents un petit peu démissionnaires dans ce sens-là? Ouais, c'est pas faux. Et ça pourrait revenir un peu sur ce qu'Elti avait dit. Ouais. Tout n'est qu'une question de milieu. Et ça dépend également, en fait, de l'importance que les parents eux-mêmes accordent à la lecture ou au français ou et à toutes ces choses-là. Et ça, en fait, ça dépend également en fait, du milieu et des parents et l'atmosphère dans laquelle là où les enfants l'enfant, voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc en fait, je dirais que oui, et la faute revient également aux parents. Ouais, c'est vrai. Bon, après, Ilti, tu n'es pas d'accord, c'est ça? Quand Assetou parle du milieu, moi, je vois au fait le milieu où il n'y a vraiment pas l'accès à l'éducation. Parce que ces parents, ils n'ont pas eu cette opportunité-là d'aller à l'école. Donc, ils n'ont pas assez de moyens. Ils n'ont pas assez de moyens. Et il faut voir le taux de scolarité. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces zones où les gens ne vont pas à l'école. Et qu'est-ce qu'il faut faire au fait pour cela? Moi, je trouve que passer par cette méthode-là d'épellation des mots, ça rend juste service aux enfants qui ont cette chance-là d'aller à l'école. Et pour ceux qui n'ont pas cette opportunité-là. Est-ce qu'aller à l'école, ça sous-entend tout de suite avoir un dictionnaire aussi dans son sac? Non, ça ne sous-entend pas cela. Parce que certes que tu vas à l'école, mais tu n'as peut-être pas cette opportunité-là d'être en contact avec le dictionnaire. Ouais. Mais passer par ces méthodes-là d'épellation à l'école, vous avez une dame qui vous apprend à épeler, ça rend juste service aux enfants qui ont accès à l'école. D'accord. Donc, certes que c'est une bonne méthode, mais juste pour une petite partie de la population. D'accord. Est-ce que vous avez eu droit à ça, je veux dire avec papa ou maman, à cette méthode-là à laquelle on a tous eu droit, c'est-à-dire celle de dépeler les mots, de donner leur signification et de bien épeler le mot à la maison? Tout à fait normal. D'accord. Tout à fait normal. Et ça venait de qui, de papa ou de maman? Ça venait de papa. D'accord. Il s'appelle comment, papa? Simon Berdieu qui vit ça. Bon, d'accord. On salue M. Simon du côté de la République démocratique du Congo. C'est bien ça? Oui, c'est bien. D'accord. Et Assetou, c'est vrai qu'elle a souligné quelque chose. L'accès à l'éducation en Afrique, dans certains pays en l'occurrence, c'est un peu compliqué. Ce qui fait que le dictionnaire, ce n'est pas forcément un élément sur lequel les parents misent un petit peu pour renforcer l'éducation de leurs enfants. Et donc, du coup, s'il fallait aujourd'hui refaire l'éducation, on doit refaire aussi, entre guillemets, un petit peu l'éducation des parents, dans le sens de dire, écoutez, le dictionnaire, ça semble un outil peut-être pas important pour l'enfant, mais c'est un outil très important pour lui. Donc, il va falloir un petit peu miser là-dessus.
Dans le sens beaucoup plus de sensibiliser les parents à l'idée de prendre voilà, le dictionnaire comme un outil très, très essentiel pour leur progéniture. Si. Mais en fait, je me dis également que en fait, nos parents à la base en fait, doivent également être en fait, des dictionnaires pour nous. Oui. Déjà, à partir du moment où eux, ils ont appris, ils connaissent des mots que nous ne connaissons pas. Est-ce que toi, quand tu cherches un mot, tout de suite, tu as un référent dans le sens où tu vas voir papa ou maman pour avoir la signification? Non. Et la plupart du temps, et c'est lorsqu'on discute et qu'ils disent un mot que je ne connais pas. D'accord. Et après, je leur demande qu'est-ce que ça veut dire. Et le papa, il m'explique voilà, directement, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais après, en fait, je fais également des recherches de mon côté et pour pouvoir employer le mot dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas toujours recours aux parents. Voilà, et on voit plus le dictionnaire plus que les parents. Je me suis dit, je me dis qu'en fait, les parents peuvent apprendre des choses à leurs enfants sans pour autant avoir un dictionnaire. Mais tu peux apprendre ce que toi tu connais déjà. Ouais, mais si l'enfant vient avec un mot bien précis que le parent ne connaît pas aussi. En fait, quand on parle de parents ici, on ne doit pas juste voir papa et maman. On a des aînés, des grands frères, des grandes sœurs qui peuvent nous aider. Si tu... et juste la question, je te la pose aussi à toi, Novélie. Est-ce que toi, tu as un référent? C'est-à-dire que quand tu butes sur un mot, tu te réfères au grand frère ou à la grande sœur? Je me réfère à maman. D'accord. Ouais. Parce que maman, c'est ton dictionnaire vivant en fait. C'est tellement D'accord. Et en général, elle t'aide un peu sur les mots et tout. Est-ce qu'elle te donne la bonne définition? Ou bien après toi, avec la curiosité intellectuelle, tu vas ensuite chercher un petit peu derrière? Quand elle me donne la définition d'un mot et que je ne suis pas satisfaite, je vais vers mon grand frère qui est en Allemagne. D'accord. Je pose la question. Et il me répond, si là-bas aussi je ne suis pas satisfaite, je vais maintenant faire les recherches. D'accord. Bon, maman, c'est maman comment au passage? Maman Mélanie Lécuyer. Bon, maman Mélanie, Novélie, voilà, elle vous rassure, elle n'est pas parfois satisfaite de vos définitions. Donc, elle a tendance à faire recours au grand frère. Oui, mais je veux dire, c'est toujours bien d'avoir un peu... Moi, j'ai beaucoup apprécié l'analyse de Hilti quand elle parlait justement d'avoir cette cohésion, tu vois, la famille, cette ambiance familiale autour des jeux de culture. Il y en a tellement aujourd'hui. Mais malheureusement, on voit que ces jeux de société, Novélie, ça n'existe plus. Des mots où on apprend à écrire, justement, hein, le Scrabble, par exemple, ce genre de mots, ça n'existe plus aujourd'hui en famille, Novélie. Oui, ça n'existe plus en famille parce que les parents se disent qu'ils n'ont plus la même force qu'ils avaient hier avec nous. Souvent, je pose la question à maman, mais pourquoi avec nous, tu étais tellement dure et aujourd'hui, tu deviens indulgente? Elle me répond clairement que je n'ai plus la même force que j'avais hier. C'est vrai. Je ne laissais toujours tes enfants. D'autres personnes doivent prendre le relais, justement. Oui, justement. Ouais. Donc, elle dit qu'elle a laissé la place à ses filles pour prendre le relais. Disons, faire ce qu'elle a fait avec nous, nous donner l'éducation dont nous avons eu, que nos grandes sœurs ou nos grands frères prennent le relais avec des enfants. Je dis, ah ok, donc tu nous demandes d'éduquer tes enfants pendant que toi-même tu es encore en vie. Peut-être que le relais c'est à toi, justement, peut-être que c'est à toi qu'elle va passer le témoin. Histoire d'aujourd'hui, tu vas être la référence en termes des mots compliqués. C'est pas faux ce que tu dis dernièrement, c'est moi qui suis là pour les petits. Quand ils ont un souci, on fait recours à Yann Novélie. Ouais, bon, Yann Novélie, hein, en Afrique centrale, c'est appelé l'aîné, la grande sœur. Hein. Oui. Voilà, exactement. Je veux dire, Hilti, tout à l'heure, tu parlais un petit peu de l'accès à l'éducation. C'est vrai qu'au Congo, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Toi, tu as grandi avec une autre éducation, celle d'éveiller un peu ta conscience, ta curiosité intellectuelle et culturelle même, j'ai envie de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, je suppose que tu as des petites sœurs et des petits frères? Est-ce que tu es dans ce processus de transmission, de legs, c'est-à-dire de cette curiosité intellectuelle que tu as? Est-ce que tu as mis aujourd'hui en place des stratégies pour emmener tes petits frères aussi à embrasser cette culture-là? Bon, sur ce point-là, je crois qu'on se bat. On fait le nécessaire. Oui, mais est-ce que tu appelles pour demander... tu peux instaurer ça, demander à ton petit frère d'apprendre un mot par jour et de venir derrière un peu voir s'il l'a fait et peut-être te donner la définition. Ça reste une stratégie aussi, toi, pour emmener ton petit frère à mieux connaître les mots, en l'occurrence le dictionnaire. Oui, je le fais. Je le fais avec ma petite sœur. Ouais. Et ça marche?
Ouais, elle s'accroche. Bon, d'accord. Non, quand tu dis qu'elle s'accroche, ça veut dire qu'elle maîtrise des mots aujourd'hui. Il y a des mots qu'elle maîtrise. Oui, bah, tant mieux. maîtrise. Comme ça, au moins, elle risque de choquer la maîtresse à l'école avec un nouveau mot, par exemple. Ouais, parce qu'il y a d'autres maîtresses, malheureusement, qui ne maîtrisent pas des mots. Et c'est assez intéressant. Assez tout, tu es malienne de nationalité, malgré que le pays traverse une crise un peu politique et sécuritaire. Mais je veux dire, est-ce que ça aussi, cet amour des mots, on le retrouve aussi au Mali, chez les plus jeunes? Oui. D'accord. Et surtout à l'école. Mhm. Et parce qu'en fait, il y a des écoles, si on peut dire ça comme ça, et là où en fait, la lecture, en fait, c'est limite et primordiale. D'accord. En fait, tu es obligé de lire. Tu n'as même pas en fait, on ne te laisse même pas le choix. Que tu le veuilles ou non, tu lis. Oui. Donc ça fait que, voilà, depuis le bas âge déjà, en fait, tu as déjà... Enfin, tu as déjà un bagage. Voilà. Un bagage intellectuel et culturel. Ouais, exactement. D'accord. Est-ce que toi également, tu es dans ce processus-là, un peu comme celui de Ilti? Oui. Ça va, on apprend aux plus petits à connaître les mots? Oui, et moi j'ai deux petits frères. Eux déjà, ils me dépassent. D'accord. Ah oui, ils me parlent qu'en français maintenant. Ce sont des références en... Si, ouais, ils parlent anglais, ils parlent français. Limite, eux, ils me dépassent même en matière de... De connaissances. Voilà. Bon, d'accord. Mais pour la lecture, il n'y a pas de problème? Non. À ce niveau? Non, ils lisent. D'accord. Et en parlant de lecture, hein, mesdames, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera de lecture. À tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Je vous l'ai dit avant la pause, nous allons parler de lecture aujourd'hui, mais surtout comment faire une bonne lecture. C'est là la problématique en tout cas de cette deuxième partie. Novélie, avant d'entrer dans le vif du sujet, une question que je veux poser à tout le monde ici sur ce plateau. Est-ce que vous êtes une adepte de la lecture, madame? Oui. D'accord. Et je veux dire, est-ce que vous avez un programme de lecture? Est-ce que c'est... comment ça se passe? Est-ce que tu lis tous les vendredis? Est-ce que tu as un programme de lecture? J'ai un programme de lecture. D'accord. Je lis la Bible. D'accord. C'est mon livre préféré. D'accord. Mais je veux dire, est-ce qu'au-delà de ça, c'est la question que je voulais te poser, au-delà de la Bible, qui est le livre par excellence, est-ce que tu as d'autres passions en termes de lecture? Est-ce que tu aimes bien lire tout ce qui tourne autour de la romance, tout ce qui est un peu poésie et tout le reste, ou bien non? On se limite à la Bible et c'est tout? J'ai des livres que je lis. Déjà, moi, je lis les livres par référence. D'accord. Par exemple, sur la romance, sur l'éducation, sur la vie. Mais quand tu dis par référence, si quelqu'un te parle d'un livre et tout de suite, tu peux être tenté à l'idée de découvrir toi aussi le livre. Parce que je suis assez curieuse. Ouais, c'est bien déjà. Mais c'est un bon défaut. J'ai une petite chose qui me freine dans la lecture. C'est le volume du livre. D'accord. En fait, plus le livre est volumineux, plus on a une paresse un petit peu d'aller au bout. Justement, je peux commencer à lire, mais au bout de quelques pages, je vais m'arrêter parce que je vais trouver que c'est trop long. Ah, c'est tout? Toi, tu n'as pas le même problème, rassure-moi. Non, du tout. Moi, je suis... Et du coup, est-ce que tu as une méthode, toi, de lecture pour aller au bout du livre, même s'il y a 300 pages? Non, personnellement. D'accord. Moi, en fait, et peu importe le volume du livre, en fait, je le lis, hein. D'accord. Je le termine, peu importe le volume. En fait, tant qu'en fait, voilà, et ça me captive de plus en plus, je termine le livre. Et comment faire une bonne lecture? Personnellement, je lis un peu dans le désordre. C'est quoi lire dans le désordre? Moi, à chaque fois que j'ai un peu de temps libre, je lis, et que ce soit sur le téléphone ou avec le livre physique. D'accord. Donc, je n'ai pas vraiment de méthode adéquate pour lire un livre. Mais il y a en fait des techniques qu'on nous apprend, et par contre, dès le bas âge. Ouais. Et par exemple, le fait de lire pendant 20 jours, et 20 minutes chaque jour, et un truc dans le genre. Ouais, ou le fait de lire 2 pages chaque nuit. C'est ça, c'est 20 minutes de lecture pendant une semaine. Pour moi, souvent, ça peut aller au-delà. Oui, mais est-ce que tu respectes les 20 minutes de lecture, toi? Non. Voilà. Donc, du coup, toi, c'est quoi? Tu as 15 minutes de lecture? Je peux aller au-delà des fois. De 20 minutes? Ouais. Oui, 45. Est-ce que tu retiens, quand je rien à faire. Le contenu de l'œuvre? Oui. D'accord. Je peux lire jusqu'à peut-être 5 à 6 pages par jour. Si je n'ai rien à faire de toute la journée. Je lis 2 pages, je fais autre chose.
Après, je reviens, je lis 2 pages. Attends, donc toi, tu verses dans la lecture quand tu n'as rien à faire de la journée, c'est ça? C'est pas vraiment une passion, mais c'est... Mais si. D'accord. Non, en fait, et moi, je lis à temps plein. Mais la plupart du temps, je lis plus en fait, quand je n'ai rien à faire. En fait, je lis à temps plein. Moi, des fois, et même en classe, je lis. Hein. Ouais. Ouais, tu es Et lorsque le professeur n'est pas là, dans la lecture. Tout le temps, mais sur mon téléphone. Mais tu n'as pas une méthode bien spécifique. Non. Voilà, donc c'est ça ce que l'expression que tu as utilisée tout à l'heure, lire en désordre. Oui. C'est ça, c'est-à-dire il n'y a pas de méthode de lecture. Bon, au bas âge, lorsque je partais à l'Institut français du Mali, D'accord. en fait, j'appliquais plus en fait, la méthode qu'on nous enseignait en fait, et là en fait des formations et qu'on nous donnait et tout ça. Et mais après, et au fur et à mesure que j'ai pris goût à la lecture. D'accord. Donc ça fait qu'en fait, je peux en fait, lire à chaque fois que en fait, j'ai un petit moment en moi, ou quand je n'ai rien à faire, ou quand en fait, je m'ennuie un peu. D'accord. Je lis et ça fait passer le temps. Bon, d'accord. J'ai pris l'habitude, quoi. Donc. Bon, Novélie, faut pas faire comme Asseto. Asseto, elle lit quand elle s'ennuie. Bon, on va y revenir un peu parce que ce que tu dis, c'est intéressant. Ilti, la lecture, est-ce que toi, tu as une méthode bien précise? Est-ce que tu es une amoureuse des pages de la lecture ou bien non? Bon, je dirais pas que je suis trop amoureuse, mais... Il n'y a pas encore le coup de foudre avec les livres, mais ça viendra, t'inquiète. Ça viendra. Ouais, mais du coup, tu es une habituée de la lecture, c'est ça? Oui, ouais. oui. Est-ce que tu as une méthode bien précise, toi, pour bien lire une œuvre et retenir l'essentiel de l'œuvre, toi? Moi, je me base beaucoup plus sur les signes de ponctuation d'abord. D'accord. Et travailler la diction, parce que quand je lis à haute voix, en respectant tous ces signes-là, Tu retiens mieux? Je retiens mieux. D'accord. Déjà, c'est beaucoup plus... Quand tu lis à haute voix, tu as un retour, genre un feedback, même si tu es seul avec ton livre, pour beaucoup plus être dans l'œuvre ou dans ton roman. Quand tu lis à haute voix, tu as un retour de ce que tu lis, et tout en respectant les signes de ponctuation. Ok. Il y a une autre technique aussi, mesdames, c'est la fiche des lectures. Je ne sais pas si vous connaissez ce procédé-là. Voilà, noter les mots à côté. C'est tout. Est-ce que toi, tu es dans cette lancée-là aussi? Tu as des fiches de lecture aussi? J'ai un carnet pour ça. Un carnet? Ouais. Ah ouais, toi, c'est le carnet direct, en fait. J'ai un carnet pour ça. Je note après, voilà. Bah alors, tu notes quoi au juste après? Les mots. Les mots, Ouais. d'accord. Lorsqu'en fait, je vois un mot et que en fait, je ne connaissais pas, je peux aller juste rechercher. les mots et ensuite aller sur le dictionnaire. Voilà, aller sur le dictionnaire pour trouver la définition. La définition, je note, et mais à D'accord. des fois aussi, je note en fait des parties du livre qui m'ont le plus marqué. Et des phrases, D'accord. ou souvent en fait, des paragraphes même, et après je fais la capture, ou après je fais la photo, je garde, ou souvent je note. Mais est-ce qu'à la fin, pour justement pour nous accrocher à nos thématiques, pour faire une bonne lecture d'une œuvre, est-ce que vous faites des résumés aussi, Novélie? Est-ce que quand tu termines une œuvre, tu fais le résumé de l'œuvre pour bien comprendre et mieux saisir la portée de l'œuvre? Personnellement, je fais les résumés par chapitre. Bon, souvent, je fais c'est un par peu long, page. ça. C'est un peu long par chapitre. Non, c'est pas un peu long? Non. Ah, Souvent, d'accord. je fais par... Supposons que vous ayez un livre avec 20 chapitres, par exemple. Ça fait 20 résumés de... D'accord. Oui, ça me permet de revenir au fur et à mesure. Quand je vais repartir dans le livre, en fait, de revivre l'histoire, je vais juste dans les résumés que j'ai faits et ça me fait revivre l'histoire du livre. D'accord. Donc toi, ta méthode de lecture, c'est les résumés? Oui. Avec des fiches de lecture? Quand je fais une lecture, là où je m'arrête, je marque un point pour ne pas oublier. Et souvent, les mots, les expressions difficiles, je mets les accolades ou encore je souligne. Non seulement j'écris dans mon cahier, comme a dit Aïssetou, et je garde aussi... vous n'avez pas des fiches, vous avez carrément des cahiers en fait. Oui, voilà, d'accord. Pour ça. C'est mieux que d'avoir une fiche. C'est mieux d'avoir la fiche, elle peut disparaître. Ça peut disparaître, mais le cahier, tu l'as sur toi à tout moment. Peu importe où tu iras, tu as ton cahier. Ilti, est-ce que tu penses aujourd'hui, cette jeunesse que nous représentons sur ce plateau, c'est-à-dire que vous êtes un peu une jeunesse éveillée, tant mieux, mais est-ce que tu penses, toi, avec ta manière, avec l'observation que tu as eu à faire, que certains, des jeunes en l'occurrence, sont portés vers ça, vers ces méthodes de lecture? Ou bien il y en a qui lisent juste parce que c'est recommandé à l'école, parce que à l'école, qu'on soit en seconde, première, terminale, il y a une œuvre littéraire qu'on étudie. Est-ce que beaucoup de jeunes sont juste portés vers ça parce qu'il faut étudier le livre pour avoir la note? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment portés
dans cette envie de mieux connaître l'œuvre avec des fiches de lecture un peu comme Novelli et C'est tout? Je dirais qu'il y en a qui sont passionnés de la lecture, comme C'est tout. Ouais. Mais bon, il y en a d'autres également. Même si C'est tout, elle arrive à lire un peu en désordre. Hein, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce qui est bien avec C'est tout, c'est qu'elle arrive à se retrouver dans son désordre. C'est bien ça, en fait. Bon, tant mieux, c'est une stratégie énorme. Elle est particulière, la stratégie. Donc voilà, pour ceux-là qui lisent un peu comme C'est tout, dans le désordre et dans l'ordre, voilà, c'est plutôt assez intéressant et assez particulier comme méthode. Oui, donc du coup, toi, oui. Donc, comme je disais avant, il y en a d'autres également qui le font par contrainte, par obligation. Oui. Donc, tu es obligé de t'accrocher, de faire cette lecture-là pour obtenir la moyenne. Venant des parents comme ce qu'on a, nous, tu es obligé, tu es dans l'obligation au fait de lire. Même si c'est à contre-cœur, tu le fais. Mais dès lors que tu le fais aussi, ça t'arrange, ça te permet. Est-ce qu'une lecture à contre-cœur, on apprend quelque chose? On a l'impression qu'on a juste envie de lire parce qu'il faut terminer l'œuvre, mais on ne s'arrête pas sur les mots comme fait Novelli et notre ami C'est tout, s'arrêter sur les mots, ensuite aller chercher. Lire par contrainte, est-ce que c'est vraiment ça la stratégie? Non, certes qu'on ne lit pas vraiment pour l'envie ou pour retenir l'essentiel, l'essence de l'œuvre. Mais dès lors que c'est pour te booster à obtenir ou à atteindre un but, je trouve que ça va. D'accord. Alors, Novelli, là on parlait de la lecture des œuvres de manière générale, mais également une lecture, c'est-à-dire la lecture d'un document. Vous êtes des journalistes, vous êtes appelés à lire des documents à la télévision par exemple, un communiqué ou autre chose, une information concernant un domaine bien précis. Comment justement bien lire quand on est en face d'un public, selon toi? Déjà, pour bien lire en face d'un public, il faut d'abord bien articuler les mots. D'accord. Il faut d'abord comprendre ce dont il est question. Et pour captiver l'attention des lecteurs, tu dois vivre ce que tu lis. Un bon lecteur doit être concentré. Il doit donner l'envie aux autres d'écouter ce qu'il doit dire. Disons, comme nous sommes journalistes, pour lire un communiqué, je dois prêter attention à tout. Ce qui est sur le papier. Si c'est un papier que je lis, je dois prêter attention à tout. Là où il y a la virgule, je dois faire une petite pause. Là où il y a le point, je dois m'arrêter. Respecter la ponctuation, la diction, l'articulation. C'est pour permettre au lecteur de bien captiver le message. D'accord. Et là, on fait une bonne lecture selon toi. Il y a la connaissance des mots aussi. Et comment gérer le stress? Comment toi tu gères le stress quand tu es appelé? Parce qu'évidemment, à l'école, quand on est sur le banc de l'école, il y a des exercices déjà qui sont là pour ça, les exposés par exemple. Vous êtes obligé d'aller devant pour parler, évidemment. Et est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Je vais donner ma méthode pour gérer le stress. Je me dis que c'est un passage obligatoire parce que je peux manquer, mais mon nom, il sera toujours. Il faut que je passe pour avoir le résultat attendu. Donc, je me dis, je dois maîtriser mon stress pour que les autres m'écoutent. Il faut que je me laisse moi-même, je me laisse entendre moi-même. D'accord. Je dois maîtriser mon stress, essayer de faire confiance à ma personne et me laisser guider. D'accord. C'est tout. L'exposé, quand tu as un exposé à présenter, comment tu gères le stress et comment tu gères ta lecture devant ce public? Personnellement, comme je bègue, donc lorsque je stresse, j'ai tendance à me taire un petit moment. Je marque une pause. D'accord. Et après, je continue. Voilà, j'essaye pas également en fait, de dire de longues phrases. J'essaie juste en fait, de trouver des phrases assez courtes en fait. Et de donner le maximum d'infos dans ces phrases. On marque une point. Sujet, verbe, complément, on marque une point. Et en fait, un point autant pour moi. En fait, ça permet également en fait, de maîtriser le stress. Et lorsqu'on lit devant un public, la chose la plus importante pour moi déjà, c'est de regarder le public. Est-ce que si on le fait, si on regarde le public, non, pas tout le temps. Le risque de... Mais en fait, ça permet également, en fait, je gardais en fait le contact avec le public. D'accord. En fait, ça nous permet de ne pas perdre le public, si je peux dire ça ainsi.
En fait, donc on peut lire 2 phrases et on lève la tête, on regarde le public. On continue, tu lis une phrase, tu regardes le public et tu reviens. Est-ce que l'une des techniques aussi, c'est pas on va dire, d'apprendre un peu le texte à l'avance, histoire de mieux connaître ce qu'on appelle la mise en bouche dans d'autres... Moi, j'ai un peu du mal avec cette expression, je sais pas pour vous, mesdames, parce que je trouve que mise en bouche, ça renvoie un peu à tout ce qui est culinaire, on a l'impression qu'on va manger quelque chose. Mais bon, c'est beaucoup plus une répétition du texte. Il faut se familiariser avec voilà, pour se familiariser avec les mots et tout le reste. Et c'est une technique que tu fais aussi, Ilti, tu es à l'aise avec ça, avec cette technique d'apprendre les mots, enfin le texte, quelques minutes avant d'aller présenter ce texte devant le public. Bien sûr, c'est la bonne méthode. Mais bon, il peut y avoir également que tu sois face à une situation où tu n'as pas eu le texte en avance. Oui, c'est vrai. Bah, c'est ça, en général, on peut t'appeler là, on te dit Novélie, tu as un communiqué à lire demain aux 20h. En tant que chargé de com d'un ministère, par exemple, le communiqué, tu le reçois 2 minutes avant de passer à l'antenne. Ouais. Et donc là, c'est un exercice assez compliqué. Oui. Et du coup, ouais, c'est assez intéressant. Du coup, comment on gère ça, cette situation? Est-ce qu'il faut lire lentement? C'est quoi la stratégie là? Si on se retrouve, Novélie, on se retrouve face à une situation comme celle-ci? Si on se retrouve à une situation comme celle-ci, déjà, on est journaliste, donc... on n'a pas à s'en faire plus que des exercices de ce genre. On les rencontrera forcément. C'est juste à nous de nous adapter. Ouais, mais s'adapter, c'est faire quoi? S'adapter, c'est faire quoi? C'est quoi? C'est l'improvisation, par exemple? L'improvisation, en fait, moi, j'aime plus l'improvisation parce que ça marche. Tu oublies vite le stress. Tu ne penses à rien. Tu regardes juste devant toi, ton public. Tu dis... il y a des gens qui m'écoutent, il faut que je me donne. Mais attention, même l'improvisation ne s'improvise pas. Une improvisation, elle est à la base préparée. Bien. Attention, parce qu'il y en a qui pensent que, à part s'il y en a qui sont assez à l'aise avec l'idée d'improviser, il y en a qui le sont, hein, qui sont très à l'aise avec cette idée-là, mais une improvisation, ça se prépare aussi. Hein. Attention, c'est la petite magie derrière. Mais tout se prépare en général, même l'improvisation. Oui, l'improvisation se prépare. Je prends l'exemple des étudiants lors d'un exposé. Il y a des questions auxquelles on ne s'attend pas. Et tu cherches comment répondre, tu es obligé de dire quelque chose parce que les autres veulent entendre une réponse. Ouais. Et dans l'improvisation, on se demande si c'est vrai ou c'est faux. Le plus important, c'est que tu aies dit quelque chose. Ouais, bon, c'est vrai. Ça, c'est le plus important. C'est de dire quelque chose. On dirait un peu sur ce qu'elle a dit. Vas-y, c'est tout. C'est plus facile en fait, d'improviser la plupart du temps lorsqu'on maîtrise le sujet. Ouais. Voilà. Et en fait, on peut vous dire que vous avez en fait un communiqué à passer demain, par exemple, à la télé ou à la radio. Ouais. Mais on vous dira, et forcément, en fait, et ça porte sur quoi? Donc, on a le temps en fait, de se préparer peut-être en conséquence ou d'avoir, je sais pas, en fait, des connaissances, ne serait-ce que basiques en fait, sur le terme ou le sujet en question. Mais bon, il faut le dire aussi, en fait, et le maître mot, c'est juste la lecture. Hein. Oui, ben, il ne suffit pas de lire pour lire, c'est tout. Non, mais en fait, lorsqu'on lit et qu'on comprend ce qu'on lit, en fait, la plupart du temps, en fait, c'est plus facile d'improviser personnellement, c'est ce que je pense. Non, mais c'est un avis. C'est plus facile d'improviser. Je reviens sur ce que tu dis. Quand on était au lycée, les professeurs, souvent, ils improvisaient les interrogations. On ne savait pas ce qui devait venir, en fait. Toi, tu te poses des questions, l'interrogation, surtout, c'est un communiqué. Donc, c'est quelque chose d'assez officiel, administratif. Et un communiqué d'un ministériel, par exemple, il faut y aller, quoi. Il faut lire. Avec tout ce que vous avez souligné, la ponctuation, la diction, la prononciation, toutes ces petites choses-là. Est-ce que, Ilti, c'est des choses aussi à la maison que vous travaillez quand tu étais plus jeune avec maman, avec papa, aussi les méthodes de lecture, l'apprentissage de la lecture, par exemple? L'apprentissage de la lecture, c'est beaucoup plus avec la grande sœur. D'accord. Elle s'appelle comment, la grande sœur? Elle s'appelle Daisy. Daisy, d'accord. Ouais. Elle, par contre, elle est amoureuse de la lecture, c'est ça? Hyper amoureuse. D'accord, le coup de foot, c'est validé, elle s'est mariée à la lecture. Donc toi, on attend ton tour, mais c'est bien déjà que derrière, elle te pousse un petit peu à aller dans ce sens-là. Vraiment. Oui, et du coup, comment ça se passe? Comment elle arrive, toi, à t'emmener dans son monde de la lecture? Comment ça se passe?
Moi, en fait, c'est mon modèle. Parce que moi, je me dis que si elle arrive à le faire, pourquoi pas moi? Parce que c'est, au fait, ça me booste. En fait, moi, je me dis, moi également, je dois faire comme elle ou pourquoi pas faire mieux qu'elle. Ouais, donc, merci à Daisy. Ouais. Daisy te motive derrière, c'est plutôt une bonne chose. Du coup, quand tu décides de faire mieux qu'elle, comment ça se passe? Est-ce que tu achètes des livres? Est-ce que tu vas vers elle emprunter des livres? Est-ce que vous avez des moments lecture entre sœurs? Comment ça se passe? C'est beaucoup plus en dialoguant. D'accord. On passe le temps, quand il y a un sujet, on est là, on débat. Et c'est aussi avec son fiancé qu'on le fait parce qu'il a également fait littérature, donc... Lui aussi, c'est un amoureux des lettres et des mots. Oui. Ouais, donc, c'est plus facile d'échanger avec le couple de manière générale. Novélie, ta technique aussi, c'est vrai que tu lis beaucoup de la Bible, d'accord? Nous tous d'ailleurs, au passage. Mais je veux dire, hormis ce livre magique à travers la connaissance et autre chose qu'on apprend évidemment dans ces livres très sacrés, que la Bible ou encore le Coran. Mais je veux dire, hormis ces livres sacrés, qu'est-ce que toi, tu aimes bien lire et comment? C'est vrai que tu as répondu tout à l'heure à la question, tu aimes bien lire tout ce qui est trait à la poésie, la romance. Mais comment cette volonté naît en toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui te parle d'un livre? Est-ce que c'est toi-même, tu te lèves le matin avec l'idée d'aller acheter un livre? Comment ça se passe? C'est pas quelqu'un qui me parle d'acheter un livre. Déjà, je suis très curieuse. D'accord. Très curieuse. Quand je vois le titre d'un livre sur le net, je vais télécharger. Ou encore, quand j'étais au lycée, il y a les livres que les professeurs nous recommandaient. Et c'est à partir du lycée que j'ai commencé à m'intéresser aux œuvres. Un peu plus tard, quand j'ai eu l'Android, les choses ont changé. Mais je me rends compte que je dois lire parce que je suis journaliste. Et j'ai repris goût à la lecture, même si ce n'est pas fréquemment, mais je lis. Donc moi, je lis plus dans le téléphone parce que c'est plus rapide. Tu ne te rends pas compte du nombre de pages. Mais tu es quand même là. Donc, en fait, si moi je te comprends bien, ma chère Novélie, tu as la phobie des pages. C'est-à-dire que plus le volume. Ok, d'accord. Plus c'est volumineux, plus on a un petit peu. D'accord. Et tu penses que sur le téléphone, c'est plus facile pour toi? Oui. D'accord. Mais est-ce qu'on n'est pas distrait quand on est sur le téléphone, la lecture sur le téléphone? Non. Ouais, tu peux recevoir un message. Ou bien tu te déconnectes de tout? En fait, j'ai un WhatsApp que je peux me déconnecter. Le reste, je me déconnecte. Quand je suis concentrée, c'est ma lecture. D'accord. Moi, je dirais que c'est encore mieux de rester sur un roman physique. Ouais. Enfin, la sensation de tourner la page, tout ça aussi, c'est quelque chose, en fait. C'est magique. C'est une richesse que tu lègues à une génération après toi. Genre quand tu as toute une bibliothèque pour toi, mais quand c'est... Non, c'est vrai. Ouais. Quand c'est numérique, là, Non, à part si tu lègues le téléphone. Mais... non, mais le téléphone, je suis d'accord avec Ilti. C'est vrai qu'un livre, on a cette possibilité de faire cette passation-là, cet héritage-là, ce legs. Ilti peut-être a hérité d'un livre de sa grande sœur qui, elle aussi, a hérité de la grand-mère ou de papa. Donc, je trouve qu'il y a ce côté symbolique-là qui est très intéressant, mais qu'on ne retrouve pas forcément quand on est sur un livre numérique. Ouais, je me souviens que mon oncle m'avait légué un livre de Amadou Ampateba, comme il a appris ici. Mais le livre était tellement volumineux. J'ai commencé à lire, mais je n'ai pas fini parce que c'était tellement grand. Et après, je suis repartie dans mon téléphone pour lire ce livre. J'ai presque fini. Mais au moins, il t'a légué cela. Oui, je l'ai toujours. Ça t'a boosté à aller sur le numérique. Oui. Mais du coup, toi, tu vas le léguer à qui, toi? À mes petites sœurs. Déjà, faut terminer le livre. De manière physique, déjà, il faut le terminer. Parce que... Oui, c'est tout. Tu es d'accord avec Ilti? Oui, je suis d'accord, mais voilà. Et personnellement, l'idée est d'acheter un livre, en fait. Elle ne m'a traversé l'esprit que maintenant. Et parce que, en fait, je suis abonnée, en fait, au Centre culturel français depuis le Mali. Donc, la plupart du temps, en fait, j'ai accès aux livres, en fait, sans pour autant avoir à les acheter. Ouais. Je peux en fait, me procurer, en fait, 2 livres par mois, et 2 livres chaque mois, ça dépend de la personne elle-même. Et après, j'ai eu à abonner mes petits frères aussi là-bas. D'accord. Donc voilà, j'ai la chance en fait de pouvoir lire en fait, sans pour autant acheter. Et après, également, en fait, ramener mes petits frères avec moi là-bas. Donc on peut...
si ces gens-là, si ce centre culturel français n'avait pas acheté ces livres-là, tu ne pouvais pas avoir cette opportunité. Fabien a mis à la disposition de... Ben voilà, du coup... C'est un avantage aussi. Non, c'est un avantage, c'est vrai, parce que c'est le côté gratuit qui nous maintient là, parce qu'évidemment qu'eux, ils mettent des livres à la disposition de tout le monde, mais après, c'est vrai qu'un livre qui est passé entre les mains du grand-père, de la grand-mère, du petit-fils, de la fille, et je trouve que c'est très symbolique le côté... Il y a ces livres-là, mais personnellement, ça ne m'intéresse pas, parce qu'en fait, mon père, il a fait de la physique, la physique, tout ce qui est, voilà. Donc, c'est des livres que... Mais tu peux être curieuse, comme Novelli. Mais c'est des livres qui sont assez trop techniques. Parce qu'on te parle de tout ce qui est... La plupart du temps, je commence, mais je ne termine pas. Certes, donc, il y a plein de livres comme ça à la maison, mais... Ça te tique d'y visiter quand même. Ouais, tu vois, c'est vrai. Il faut lire une ou deux pages après, mais ça devient trop technique. Non, mais technique, ça parle de quoi? De physique, tout ce qui est H2O, tout ce qui est... tout ce qui est... atomes, hydrogène... Il faut faire ça pour avoir ça. Ouais. Voilà, ça aboutit sur ça quand tu fais ça. Donc après, je me dis... La physique, la chimie. Mais selon vous, mesdames, je veux dire, aujourd'hui, s'il fallait emmener une personne à se lancer dans la culture de la lecture, quelles sont les œuvres que vous pouvez recommander à une personne? Est-ce que c'est des autobiographies? Est-ce que c'est des livres, des polars, de la romance, de la poésie? Ilti? Moi, je dirais que ça dépend au fait de la personne. D'accord. Ça dépend de la personne. Si elle est passionnée par la romance, oui. Voilà, elle se lance. Mais moi, personnellement, c'est beaucoup plus la culture. Oui, mais je veux dire, d'accord, mais laquelle? Des autobiographies, c'est-à-dire un livre où voilà, vous avez l'impression de vous reconnaître à travers l'auteur. Revoir l'ancien temps. Ok. Revoir... je suis beaucoup plus dans la géographie. Ah ouais, j'aime bien voir le monde. D'accord. Bon, Novelli. On va laisser la Bible de côté. D'accord. Oui, mais je veux dire, quelle œuvre tu pourrais, on va dire, recommander à une personne pour emmener cette personne à embrasser l'amour de la lecture? J'aime bien les romans africains. Parce que ça parle un peu de nous, de nos cultures. Ouais, les contes d'Amadou Koumba, les Frax de Binto, Maria Maba, comme encore Mongo Betty. Une si longue lettre. Ouais. Oui. Ouais. C'est en fait des œuvres avec des auteurs africains. Africains, oui. D'accord. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est plus facile, on se retrouve un peu dans tout ce qui est à l'intérieur. Oui, on se retrouve, ça parle de nos cultures, ça parle un peu de tout, de l'éducation. En fait, voilà, en gros, ce qui nous concerne. Voilà, ce qui concerne l'Afrique. Voilà. Mesdames, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Ça allait vite, assez tôt. Je voulais proposer également mon livre. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. On remercie assez tout. Je rappelle que vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. On remercie également Novelli, étudiante en journalisme et communication. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Ilti, merci, première participation à l'émission. On espère te retrouver dans une prochaine émission. Je rappelle que vous êtes étudiante en gestion des ressources humaines. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est la fin de cette émission Génération News. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.